Il y a quelques soucis. Normalement, c'est nickel. Le chat, il est là. Live en plein dump, tout ce qu'on aime. Alors oui, effectivement, pour les gens qui ne sont pas forcément au courant, souvent quand je live, c'est la soirée qui dump. C'est pour ça que j'ai évité de faire un live hier soir. Parce que je me suis dit, au vu du prix du BTC, ce serait dommage que je me connecte, qu'on fasse ça et qu'on se tape un moins 5% en plein live. Donc vous étonnez pas si ça bouge pas mal. Je veux dire, c'est classique. C'est très très classique. Mais donc, on va parler quand même rapidement des US, parce que ça reste quand même important. Il y a pas mal de choses qui ont bougé. Mais on va aller assez rapidement forcément sur les cryptos. C'est là où ça bouge pas mal. Donc, commençons assez rapidement par les US. Donc, les US, bon, depuis quelques jours, ça tire un peu, tire un peu le mou. Typiquement, j'ai fait le live. Si je regarde, regardons. Dernière fois que j'ai fait le live, je crois que c'était pile semaine dernière. Hein. Je vais vous mentir. 6, 11, 7. Ouais, ça. Donc, il y a pile une semaine. Donc on avait fait les super journées hein, direct après les élections américaines. Extrêmement grosse bonne nouvelle pour les marchés. Trump arrive au pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Possibilité enfin, c'est son plan en tout cas, son plan politique, économique plutôt. Baisse des impositions sur les différentes sociétés. Donc forcément, tout ça, ça va augmenter les marges des sociétés. Qui dit augmenter les marges des sociétés dit forcément augmentation des actions de ces sociétés-là. Donc le marché dans sa globalité a eu un bump de 6%. Je crois qu'on a eu la meilleure semaine de l'année, ce qui n'est pas étonnant, hein, forcément. Les marchés avaient peur d'un affrontement, enfin que ce soit assez proche, les résultats entre Harris et Trump. Que nenni, victoire écrasante du côté républicain avec Donald Trump. Donc les marchés ont été déjà soulagés parce que il n'y allait pas avoir une contestation d'une part ou d'une autre parce que le résultat était tellement gros qu'il n'y avait pas de contestation à faire. Et en plus, le candidat Trump était beaucoup plus pro-marché, pro-business. Donc ça a récompensé très fortement les actions et notamment les cryptos qu'on va aller voir. Et aussi, une grosse partie de sa politique, c'était tout ce qui était dérégulation, régulation du système bancaire. Donc on a pu voir, je pense si je tape des actions, Goldman Sachs, qui ont fait des bons énormes, JP Morgan, qui ont fait des bons énormes, parce que dit dérégulation bancaire, dit potentiellement augmentation des marges, on va pouvoir prendre peut-être plus de risques, on sera autorisé à faire un peu plus de conneries pour faire plus d'argent. Et forcément, tout le régime bancaire a été sacrément récompensé. Et une des banques dans lesquelles où je misais, bon, en soi, je misais pas essentiellement sur elle, sur le fait que Trump va être au pouvoir, donc il faut l'acheter. C'était un peu ma long-term conviction. Robinhood, qui est clairement, c'était mes différentes entrées que j'ai eues, qui était clairement une société que je surveille de près, comme un peu Coinbase, c'est un peu une fintech de la finance, où en fait toutes les jeunes générations maintenant, quand ils achètent sur les marchés où ils stockent leur argent, ils vont sur Robinhood. Sur Robinhood, c'est clairement un peu la gamification bancaire. On peut tout faire, prendre des prêts, gagner de l'argent sur son livret A, acheter des actions, ou même pu pousser des options où on pouvait parier sur qui allait être président. Donc tout ça, en fait, c'est un peu le nouveau marché. Là où les banques traditionnelles sont dans l'incapacité totale de pouvoir pousser, on va dire, comment dire, pousser ces différentes features, ces différentes options, possibilités sur leur marché parce qu'ils sont tellement grosses que c'est dans leur incapacité de justement pouvoir sortir d'un coup, paf, on veut faire ça. Hop, en 2 semaines, c'est lâché sur Robinhood, c'est testé. On voit que les gens apprécient, paf, c'est passé en full test, tout le monde peut y accéder. Ce n'est absolument pas le cas des grosses banques. Là où une Robinhood en fait clairement son business, donc c'est un peu la gamification, un peu le casino, on va pas se mentir, au niveau bancaire. Donc forcément Robinhood, qui est vraiment l'étendard, a aussi extrêmement bien performé avec la victoire de Trump, avec un plus 30%. Donc ça, c'était une de mes boîtes que j'avais en conviction long terme. Donc en soi, peut-être dans un autre live, on pourra en parler plus en détail du business et comment ça marche. Mais voilà. Donc les US, on tient un peu le mou à l'heure actuelle. Forcément, on a quand même sacrément poussé à la hausse, que ce soit sur l'année. On a une année record. Hein. Typiquement 2024, on commence ici. Je pense qu'on est à plus 30% sur l'année. Dans un marché où normalement, en théorie, on fait du 11-15% de rendement sur l'année.
Forcément, là, on fait une année à 30%, mais on n'est même pas encore dans les dernières semaines. On va dire que ça va se reposer. Je m'attends pas à une continuité de la hausse extrêmement forte sur les US, plus une latéralisation. Mais pour moi, un niveau extrêmement important que je ne veux pas revoir, justement, c'est ce niveau qui a été break. Donc le niveau des 5006, pour moi, le marché peut naviguer autant qu'il veut, retester entre guillemets le gap qu'il a fait après la présidence. Mais je n'ai pas en tout cas, je me vois pas absolument, je me vois pas bière tant qu'en tout cas on ne clôture pas des weekly sous le niveau 5680, qui est pour moi un gros niveau de break. On a pas mal galéré justement enfin pas mal galéré, toutes choses égales par ailleurs, justement clôturer au-dessus de ce niveau-là. Donc j'ai pas envie de voir des grosses clôtures weekly dedans. Donc Annabelle me demande, je ne savais pas que Robinhood était une banque, j'ai toujours cru que c'était un hedge fund. Non, 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 c'est une banque qui fait des services bancaires, tu stockes ton argent. Ce qui est pas mal aussi, c'est qu'aux États-Unis, ou même en France, hein, enfin en France c'est réglementé, mais typiquement quand vous mettez de l'argent sur votre livret A, vous gagnez, je sais pas, 1,5-2%, et elle, la banque, elle gagne 3-3,5 dessus, parce qu'elle prête l'argent à la BCE, ce qui fait que, en gros, c'est le taux en français. Nous, c'est le Fed Fund Rate aux États-Unis. En France, c'est enfin le taux interbancaire de la BCE. Donc les taux émis pour la BCE. Donc à l'heure actuelle, nous, on doit être autour de 2,5-3, voilà, peut-être un peu plus. Et la banque nous paye 2%. Donc on va dire que la banque gagne 1% sur notre argent. Aux États-Unis, il y avait une grosse majorité des banques où on avait les taux de la Fed à 4,5-5, et la banque redonnait que 1,05-1% aux clients. Donc les clients ne savaient pas forcément que c'était anormal, ils s'en foutaient. Et donc la capacité de Robinhood aussi à avoir récupéré pas mal de gens, c'est leur montrer que typiquement leur livret A, ils proposaient 4, 4,5. Donc en fait, Robinhood se faisait très peu d'argent justement sur le cash déposé. Mais par contre, ils récupéraient énormément de clients qui derrière pouvaient utiliser les différents services autour, soit service au crédit. Comme je vous dis, là, un peu la gamification avec la possibilité d'investir sur les différentes actions. Donc la boîte fait quand même pas mal de choses. Euh, je pourrais la présenter dans un autre live, sur Twitter aussi. C'est une banque, en tout cas, c'est pour moi ma plus grosse conviction en termes de banque, en tout cas dans les prochaines années, parce que ça plaît extrêmement bien aux jeunes générations. Typiquement, c'est la jeune génération qui peut aussi rapporter énormément, surtout si on arrive à créer tout un écosystème autour de la banque. Donc voilà un peu pour cette action-là. Mais voilà, du coup, US, je m'attends clairement à la fin de l'année qu'on ne bouge pas trop. On a tapé déjà les 6000. Ce qui est dingue en soi, hein. On a aux 6000 points aux US. Je veux dire, au Covid, on était à peine à 2000. Et en l'espace d'à peine 4 ans, on est 3 fois plus haut. Donc les marchés US sont le marché qui performe le plus déjà depuis 2008. Mais il a accéléré justement après Covid. Forcément avec tout ce qui est digitalisation. Donc les GAFAM ont récupéré la majorité du trafic Internet, de tout le business autour d'Internet. Donc forcément, ils se sont gavés en termes de marge. Donc ils ont pris ils ont continué de prendre un poids monstrueux, hein, dans l'économie mondiale et en market cap, tout simplement. Cependant, potentiellement, je vois bien un CAC 40 qui commence à reperformer un peu plus qu'un S&P. En tout cas pour les prochaines semaines, parce que comme je vous dis, on peut monter fort sur les US, mais là on commence à être sacrément étiré. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'on latéralise un peu. Après, on peut clairement aller en ligne droite aussi. Je veux dire, tout est possible sur les marchés financiers. C'est pour ça que je suis pas là en train de vendre ni en train de short. C'est juste que j'ai des attentes beaucoup plus calmes, on va dire, sur la partie US. Mais tant que le marché se tient, ça va permettre typiquement un rattrapage du retard, même si on va pas se mentir, on est plus trop en retard. Et sur la partie crypto, on verra juste après. Euh, mais voilà, donc les US, je pense qu'il faudra voir les prochaines news. Du côté économique, j'avais commencé à regarder sur Investing. On a eu les quelques chiffres de l'emploi aujourd'hui qui sont où? Alors, jeudi 14, on en a eu beaucoup. Je voulais juste les filtrer. On va filtrer les plus importants et on va virer les pays qui nous servent à rien. Donc on a eu quelques chiffres. Donc le PIB européen 0,9, donc totalement en accord avec les espérances, hein. Mais là où on grossit en Europe, on se félicite presque d'avoir une croissance à 1% sur l'année. Pour remettre dans le contexte, les États-Unis sont à plus de 3%.
Et les attentes des années prochaines, c'est plus de 3% pour les US. Nous, c'est 0,5%. Donc on n'est clairement pas sur la même dynamique. En tout cas, par contre, côté US, on a eu les chiffres de l'emploi. Donc forcément, c'est quelque chose qu'on regarde vraiment beaucoup depuis quelques mois, enfin même depuis maintenant une sacrée paire de mois, avec clairement une tendance peut-être pas baissière, mais là on accélérait pas mal à la hausse, de façon un peu plus. Ouais. Là on avait pas mal accéléré à la hausse entre début janvier et justement un peu le pic qu'on a eu qui nous a surpris, enfin pas vraiment parce que c'était un pic qui avait été généré par les ouragans qui avaient frappé la Floride ou la Californie. La Floride. Ça avait montré énormément le nombre de son emploi, mais sinon on avait quand même cette tendance qui inquiétait un peu les marchés, qui a poussé la Fed à baisser rapidement ses taux. Mais en fait, on voit hein, directement, en fait, c'était un peu une feinte où on arrive directement à retendre vers les 220 000 euros, 220 000 inscriptions hebdomadaires au chômage, qui reste quand même sacrément bas, montrant la résilience forte des États-Unis. Donc au niveau des datas macroéconomiques, on a eu l'inflation aussi peut-être hier, si je ne m'abuse. Les inflations, le forecast était totalement dans les attentes, donc les marchés étaient plutôt ravis. Maintenant, forcément, là où on target plutôt les 2%, on se retrouve encore à 3,3%, 2,6% pour le non-core. Donc on est encore au-dessus des attentes, notamment, mais ça reste dans la dynamique de soft landing. Donc les marchés restent quand même, ne paniquent pas, ils sont quand même assez satisfaits. Typiquement, ils pricent quelque chose, ce quelque chose se produit. Donc à partir de là, ils sont assez satisfaits. Assez rapidement, en tout cas pour la partie US, c'est ça. Et ce que je voulais parler aussi, c'est quelque chose qui est aussi cripple, qui ralentit un peu les marchés financiers américains, même si on le voit quand même qu'ils accélèrent pas mal ces derniers jours, c'est les taux. On a des taux d'intérêt qui ont sacrément augmenté. J'avais fait la semaine dernière, mais typiquement, cette barre-là représente le moment où la Fed a décidé de baisser ses taux, donc à 0,5%. Mais ça a eu une réaccélération très forte des taux longs américains. Donc plus les taux longs américains montent, plus c'est difficile d'avoir de la croissance, hein, typiquement, parce que là, on essaye d'avoir une croissance de 3 à 3%. Si on a des taux d'intérêt autour de 5, forcément, ça ralentit fortement cette croissance, hein. Si vous empruntez à 5 pour produire 3, c'est pas terrible, même si c'est pas important c'est pas si grave que les taux longs soient au-dessus de la croissance du PIB. Mais plus ils sont bas, plus ils se rapprochent justement de cette croissance, plus on peut stimuler l'économie. Là, à l'heure actuelle, le gros rebond a ralenti ce côté croissance possible des US. Enfin, en tout cas, ça inquiète les marchés. Et ça a eu aussi comme conséquence, quand les taux longs remontent aussi fortement, ça impacte le dollar. Et on peut le voir, le dollar a explosé. Littéralement, on est presque à plus de 6, on va arriver à 7% de hausse du dollar. Ce qui a un impact très fort du côté européen, forcément, parce que vous en doutez que l'euro-dollar, c'est catastrophique. Cependant, cet impact, ce rebond très fort du dollar et des taux n'ont pas eu encore un réel impact sur les actions. Les actions étaient plutôt contents et contents de l'élection américaine. Donc c'est des rocs un peu, enfin ils ignorent un peu les taux longs, mais il ne faudrait pas justement que ces taux longs remontent beaucoup trop haut. Donc moi j'étais déjà passé donc ça c'était mes positions, hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre les mêmes. Comme je dis, je ne fais pas des conseils en investissement, je partage juste ma vision. Donc j'avais commencé à m'acheter moi tout ce qui est assurance vie, racheter une partie d'obligations long terme. Donc il y a des produits, hein, donc on pourra en parler après si ça intéresse certains pour vous montrer les différents produits. Mais pour moi, c'est des prix extrêmement intéressants sur les obligations long terme. On est à l'heure actuelle à 4,5, 4,7% sur 20 ans, c'est énorme. Donc c'est quelque chose où même du côté de mes parents, etc., je leur ai potentiellement allégé justement la partie action, quitte à sécuriser justement ces gains-là en obligation, parce que ça permet justement d'avoir un portefeuille qui ne fait pas n'importe quoi. Je ne sais pas si j'ai accès ici. Je ne sais pas si je peux la voir là. Non, il faudrait que j'aille directement sur mon compte Twitter peut-être. J'avais fait justement un peu. Hop. J'avais fait justement cette newsletter, donc n'hésitez pas, vous l'avez sur mon compte Twitter, hein, mais n'hésitez pas à la lire, notamment la dernière. Le podcast est vraiment cool, hein. J'ai utilisé un LLM, le rendu est génial. Je ne sais pas si vous avez écouté, mais c'est vraiment cool à entendre. Et notamment,
une courbe qui, même moi, m'avait assez surpris. Vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, normalement ça devrait le faire. Typiquement, là, c'est une composition d'un portefeuille 100% en actions versus un portefeuille 60% actions, 40% obligations. Et on voit qu'en réalité, un portefeuille 60-40 est pas si dégueulasse que ça, même si effectivement il a moins performé depuis ces dernières semaines, parce qu'on a quand même une explosion haussière du côté américain. Ah bah tiens, je vois DR2J qui a rejoint. J'ai réussi à setup, merci beaucoup d'être là. J'ai réussi à setup DR2J mon recorder. C'est gentil d'être passé, d'être bougé. Mais voilà, donc en fait, typiquement, là où on commence à avoir un spread très fort entre le portefeuille 100% action et le portefeuille 60-40, me pousse à dire qu'il y a quand même un intérêt de remettre des obligations pour justement ralentir un peu la volatilité du portefeuille 100% action, parce qu'on a des spreads très forts, hein. On se rappelle, en 2000, il y avait pareil, un spread très fort entre, bon, même si effectivement maintenant en échelle, on est beaucoup plus haut, mais dès qu'il y a une super-performance beaucoup trop haute du portefeuille 100% actions comparé au 60-40, ça veut notamment dire que les actions sont pas surévaluées, mais qui ont en tout cas une valorisation très forte par rapport aux obligations. Donc là, ce qu'on appelle la prime de risque est beaucoup trop haute. Donc c'est là souvent, en tout cas en gestion de portefeuille, on va pousser justement les clients à sécuriser une partie de leurs actions et à les mettre en obligation. Mais c'est pareil, ça dépend du type de profil. Si vous êtes là pour 20-30% dans 20 ou 30 ans, c'est pas forcément le plus intéressant. Pour moi, c'est toujours intéressant d'avoir un peu d'obligation au cas où ça vraiment on se prend une claque à moins 30, moins 40 pour racheter. Mais en soi, si vous êtes vraiment investisseur long terme en DCA, effectivement, les obligations ne sont pas forcément le produit qui sont intéressants. Là, c'est plus, on va dire, un profil où justement, en tout cas pour les parents, proches de la retraite, voire même à la retraite, il n'y a aucun intérêt d'avoir un portefeuille 100% action. Donc c'est un peu ça pour préciser. Donc voilà un peu pour la partie. On a fait taux, on a fait dollar. Mais ce qui est quand même pas mal, on a quand même une explosion des actions et du BTC alors que le dollar est extrêmement fort. Il faut imaginer si en plus le dollar et les obligations chutent fortement, en tout cas les taux obligataires, on pourrait encore en plus une poussée justement sur les actions à risque, hein. Parce qu'il faut rappeler, plus les taux d'intérêt chutent, plus les actifs risqués sont convoités. Donc on pourrait imaginer une deuxième vague de hausse sur les actifs risqués quand le dollar va sell-off ou les obligations long terme vont sell-off. Pour l'instant, ce n'est pas le cas parce que le gros rebond aussi est dû au risque, en tout cas que le marché anticipe de Trump, qui est de faire marcher la planche à billets. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à augmenter la dette du pays pour avoir sa transition, pour avoir son push business. Donc forcément, ça inquiète un peu les marchés, ce qui font qu'ils augmentent en conséquence les taux obligataires pour signaler que, ok, tu peux augmenter ta dette, mais fais gaffe parce que moi, j'augmente mes taux d'intérêt. Donc forcément, quand on a des taux d'intérêt extrêmement hauts, ça ne pousse pas les gens à prendre de l'emprunt. Donc c'est un peu pareil justement pour le mécanisme du gouvernement américain. Voilà un peu pour ça. Peut-être vite fait, vraiment 2 minutes sur l'USOL, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas checké un moment. USOL, on est un peu justement dans ce range qu'on reste maintenant depuis pas mal de temps et on va dire qu'il nous convient, qui est not good. Quand c'est trop bas, c'est pas forcément bon parce que c'est un risque de récession. Quand c'est trop haut, c'est pas forcément bon parce que c'est un risque d'inflation. Donc on est au juste milieu. Voilà. Attends, juste ce que je vais faire, parce que j'entends les gens qui rentrent et qui sortent des rooms, ce qui n'est pas en soi problématique, mais j'ai oublié de retirer la notification sur cet ordinateur. Donc je vais juste retirer ça. Arrivée de spectateur, départ de spectateur, comme ça m'évite d'avoir plein de notifications. Hop là. Donc une question US ou pas? Je vais boire un petit coup et vous me dites si vous avez des questions US ou peut-être un autre point macro que vous voulez savoir. Sinon on passe rapidement crypto, hein. Je pense que la plupart des gens, vous êtes là pour ça aussi. Pas de questions côté US, alright. Non, c'est bon. Alright, let's go alors. Crypto. Alors ce que je fais souvent, c'est que on va commencer par les totales. C'est quelque chose que je préfère regarder, ça donne en tout cas une vision, une overview. Même si peu à peu les totaux sont faussés
parce qu'il y a tellement de nouvelles cryptos qui rentrent. Il y a aussi les stablecoins dedans. Mais pour moi, ça reste quand même quelque chose que les gens regardent. Et donc forcément, on est sur un retest des ATH sur les cryptos totales avec le range qui a été fait, le range assez baissier qui a fait perdre pas mal de sanité mentale aux gens. Mais ça a conclu très rapidement un breakout avec justement l'élection de Trump aussi, hein, qui a forcément donné en plus un push-up monstrueux. Hein. Il me semble que c'était de ce côté-là. C'est classique, le BTC à range, on expose à la hausse, c'est assez violent. Forcément, maintenant, on commence à se rapprocher des 100 000, donc il y a un engouement très fort, un retour retail qui, à mon avis, qui commence à se faire sentir. Hein. J'avais checké, Coinbase, je crois, arrive assez rapidement dans le top 10. Je crois qu'ils ne sont pas encore dans le top 10 des apps Apple Store, donc c'est ce que j'aime bien regarder. C'est où est la place de Coinbase justement dans l'Apple Store. Si c'est top pendant trop longtemps, on sait qu'on est vraiment à la fin du bull market où tout le monde se rue sur Coinbase pour acheter des cryptos pour que ça monte. Et la réalité, c'est que vous savez très bien que c'est le moment où il faut vendre. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On commence à frôler le top 10. Il faudra voir justement rapidement dans les 3 premières places et combien on reste. Si on commence à rester longtemps justement dans les 3 premières places avec un marché crypto qui s'emballe, forcément là, il faudra clairement penser à TP. Donc voilà un peu pour les totals. On va sauter directement. Effectivement, classique, hein, les total 2 et total 3 sont complètement en retard par rapport au total 1. Je veux dire, c'est logique. Hein. On a une dominance monstrueuse qui ne fait que monter, qui pénalise en fait le total 2 et total 3, hein, qui est composé essentiellement d'alt. On va sauter assez rapidement dans le BTC. Donc BTC, on avait un ATH qui est complètement break. Hein. Et maintenant, il n'y a pas les volumes. Et on a un breakout extrêmement fort du côté. Je vais rester quand même. On va aller en mensuel. Donc c'est quelque chose que moi je mettais énormément en avant, c'est qu'on avait beau avoir un pullback, on a quand même eu un range de 6 à 7 mois en fait sur la zone d'ATH des clôtures, des clôtures mensuelles. Hein. Ça a pas mal méché en dessous pour faire douter pas mal de gens. Clairement, c'est pour liquider les stop loss. Enfin, vous connaissez, c'est un marché pour le coup PVP. Hein. Donc chacun pour sa gueule dans les cryptos. Même si le marché traditionnel, c'est clairement la même chose. Hein. Mais on va chercher là où la liquidité est. Et ça n'a pas manqué pendant ces 6 mois. Personnellement, j'ai pas essayé de trader pendant ces 6 mois parce que je serais devenu fou, je pense. Un range baissier en mode bull flag comme ça, qui va chercher en bas, c'est imbuvable. Donc pour ceux qui ont survécu, bravo, déjà. Mais maintenant, forcément, on arrive dans le late game. Dans le late game qui est forcément l'explosion à la hausse, des nouveaux ATH, l'accélération de volume, l'accélération de demande retail, fait que nous pose la question de c'est quand qu'on TP. Alors malheureusement, je n'ai pas de réponse à tout va, on va TP s'il se passe ça, ça et ça. C'est complètement en fonction des gens. Honnêtement, moi à l'heure actuelle, je n'ai pas encore TP, je n'ai pas de volonté à TP. Ça pourrait être mes convictions personnelles, juste parce que je moniteur des choses qui est typiquement, je m'attends à une deuxième phase de bull run où justement la dominance va commencer à chuter fortement et on aura une accélération, la fameuse alt season, qui est pour l'instant inexistante, dû au fait que la narrative BTC drive extrêmement fort la dominance. Maintenant, est-ce que comme dans tous les autres cycles, on aura cette alt season qui permettra de montrer qu'on arrive en fin de bull run, hein. Typiquement, moi, mon plan à la base, c'était on prenait la dominance et si la dominance retourne autour des 44, c'est là où je vais commencer à TP. Donc, typiquement, si je fais ça, hop. Voilà, si la dominance arrive à 44, c'est quasiment les top. Hein. Je veux dire, c'était le cas. Hop. C'était le cas ici. Je vais juste virer ça. On va virer ça en clarté. On va virer les volumes. Donc, quand on a une destruction massive de la dominance, c'est essentiellement là où le bull run a lieu. Donc, typiquement, on le voit en plus en un mois. Hein. En un mois, souvent, là, à l'heure actuelle, je ne me vois pas TP dans 2 ou 3 mois. Mais la réalité, c'est que si demain la dominance vers la moitié commence à chuter très fortement à 50, 45, 40, je vais TP extrêmement rapidement. Parce que c'est vraiment là où tout l'engouement arrive.
et que le bull run peut terminer extrêmement rapidement. Mais forcément, à l'heure actuelle, la narrative BTC drive totalement le marché, que ce soit avec le contexte politique américain, Donald Trump, il commence à forcément un des plans de Donald Trump était de créer une réserve de valeur américaine, une réserve stratégique pour backer le dollar avec des bitcoins. Pour moi, ça a beaucoup de sens, mais pas une illusion, mais ce serait tellement gros que je ne vais pas me parier en tout cas 100% de ce que j'ai là-dessus. Parce qu'après tout, pour ceux qui ont fait 2017, pour ceux qui ont fait 2021, on sait qu'il y a toujours des narratifs qui poussent les gens à acheter au sommet. Et typiquement, c'est cette narrative-là, à l'heure actuelle, qui va pousser les gens à acheter au sommet. Et je n'ai pas envie d'acheter et de ne pas vendre au sommet. Donc forcément, il y aura une gestion à faire. Est-ce que je vais vendre 100% cette fois-ci alors qu'on a potentiellement cette narrative-là? Peut-être pas. Peut-être que je garderai une petite partie en Bitcoin. Donc c'est des questions que je me pose encore. Je n'ai pas de plan attitré. On va faire ça, ça et ça. La réalité, votre façon de TP va dépendre essentiellement de, déjà, si vous arrivez à dormir avec la somme générée que vous avez fait à l'heure actuelle. Typiquement, si vous avez galéré à dormir et la première chose que vous levez, c'est le prix des cryptos, potentiellement, vous êtes trop leveragé. Ce qui fait que c'est on va dire, c'est votre psychologie qui vous montre que c'est peut-être le moment en tout cas de prendre des prises de profit. Et je vous dis pas de sortir 100%, 30, 40%. Après, c'est que du manque à gagner. C'est pas grave de manquer à gagner sur 30% de votre crypto, parce qu'au pire, ça permet de garder votre sanité mentale et d'avoir une gestion typiquement de take profit. Mais effectivement, de mon côté, les signaux, c'est mixte en fait. Quand je vois Coinbase arriver aussi rapidement au top, les meilleures apps, ça me fait quand même réfléchir sur le fait que on arrive quand même très clairement à la fin en tout cas plus du côté de la fin du bull run. On peut faire les extensions. Donc quand on regardait par exemple typiquement BLX, c'est pas mal parce qu'on a tout. Tiens, c'était la charte que j'avais fait à l'époque. We are so back, it's over. On avait clôturé au-dessus et donc là, so back, c'est ce qui s'est produit. Mais typiquement, plus un actif fait de la performance, moins il va performer long terme. Parce que la masse monétaire qu'il faut pour créer des performances égales à la performance passée est beaucoup trop haute. Typiquement, là, on pouvait le voir, je crois que j'avais mis entre l'ancien ATH et le nouvel ATH à l'époque en 2018, 2017, on avait fait 1600%. Entre ici, on a fait 140, donc on a fait 2 fois moins. Donc pour moi, je ne m'attends pas à une performance supérieure à plus de 100%. 100% étant autour des 120 000, 120, 130. Et encore, pour moi, c'est une fourchette haute. Donc c'est un peu ça que ma target de prix. Mais après, voilà. À l'heure actuelle, si le BTC arrive à 100, 105 000 et il temporise ici, que les alts se mettent à accélérer très fortement, avec une dominance qui chute très fortement, je ne vais pas attendre que le BTC arrive à 120 000 pour vendre. Ça va clairement prendre des prises de profit sur les alts et ne pas absolument pas réinvestir. Donc j'ai des questions, je réponds vite fait aux questions avant. Player One, mais avec les ETF BTC, t'imagines qu'on va tirer une BTC dominance jusqu'à 45. Très bon point. Effectivement, la forte demande des BTC qui se montre sur les prix. Et aussi, quand on regarde les inflows sur les ETF, du côté américain, ils sont monstrueux. Après, je pense pas que ce qui est poussé soit essentiellement dû aux ETF. Mais effectivement, il y a aussi la question, toute la liquidité qui avant partait du BTC dans les alts, toute cette liquidité dans les ETF, elle est en incapacité de passer sur les alts. Pour moi, ce n'est pas le cas, parce que la plus grosse demande, pour moi, c'est pas les ETF qui drive 100% de la demande à l'heure actuelle. Ça peut être des boîtes, ça peut être le marché. En fait, les gens vont chercher des raisons que le marché monte ou il descende. La réalité, c'est que des fois, il n'y a pas de raison. La seule raison, c'est qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. C'est tout. À partir de là, le prix monte. Il y a également le plan de Michael pour acheter 42 milliards de BTC via levée de fonds. Oui, non, mais bien sûr, MSTR aussi se leverage à fond pour acheter les cryptos. Il y a plein de narratifs qui justifient que le prix monte. Et c'est pour ça que le prix monte aussi. Et c'est pas parce qu'il monte que c'est grâce aux narratives. C'est toujours pareil, les gens ont besoin d'une explication pour expliquer qu'un asset performe plus qu'un autre. Ça ne veut pas dire que c'est totalement étranger. À la fin, c'est juste parce qu'il y a une demande très forte et une offre très limitée. Les BTC, il y en a pas. La réalité, c'est qu'il n'y en a pas pour tout le monde. On les a pas mal épuisés pendant 6 mois de range. Il n'y en avait plus assez. Le catalyseur américain
avec l'élection de Trump, a permis justement de reshift totalement la dynamique de marché avec les acheteurs qui se sont mis à augmenter très fortement leur position. Ce qui fait que voilà, le marché va plus haut. Maintenant, la spéculation est toujours présente. Je pense que vous l'avez vu, les alts qui performent le mieux, c'est WIF, c'est Dogecoin. Là où les gens cherchaient de la maturité, avoir justement des cryptos qui offrent des solutions technologiques innovantes qui vont potentiellement révolutionner le monde traditionnel, c'est clairement pas ces cryptos-là, en tout cas, qui performent le mieux pour l'instant. Mais voilà, donc la question c'est BTC de se mettre à chuter. Pour moi, il y aura toujours ce mécanisme-là. La question c'est jusqu'à où on aura le top de la dominance. Pour moi, la montée du BTC n'est pas finie. Donc la montée de la dominance est potentiellement pas finie. Maintenant, si on commence à ranger pendant plusieurs jours, semaines, je pense que le marché va assez rapidement se décider de switch la liquidité des alts vers le BTC. Et vous pouvez regarder dans le passé comment c'était. La réalité, c'est que la dominance a très fortement diminué. Je me rappelle sur ces niveaux-là. Donc, on était autour des 34 000. La dominance a chuté très très fortement. Donc, pendant toute cette montée-là, la dominance a quand même chuté très fortement. Ce qui fait qu'après, malgré le range qu'on a mis ici, que la dominance a explosé, le BTC a quand même fait un x2. Pour autant, ça n'a pas empêché que pendant cette période-là, on fasse un pullback de moins 30% sur le BTC. Donc il y a pas mal de choses qui peuvent se passer. Je n'ai pas toutes les cartes pour vous dire qu'il faut faire ça, ça et ça. La réalité, c'est que ça dépend de vous. C'est vos plans, votre façon de gérer votre risque. Je ne peux pas être devant vous à toucher les boutons parce que je n'ai pas la même sensibilité du risque que vous, et inversement. Donc faites votre plan. Soit je suis là pour moi, en tout cas, ce ne sera pas une incitation, mais je n'hésiterai pas à dire si ou pas je prends des profits sur telle ou telle action, enfin telle ou telle crypto. Après, vous me connaissez, je suis majoritairement exposé BTC et ETH. J'ai peut-être un peu de Doge. C'est vrai que j'ai acheté un peu de Doge à l'époque vers 0,10, donc ça m'a mis pas mal. Pas mal exposé aussi du côté un peu d'Avax. Après, ça reste que 5-10% de mon portefeuille, là où BTC et ETH font quasiment 80%. Donc je suis un peu plus, je suis pas un profil on va dire plus risqué, gros profil risque, en tout cas dans les cryptos. Je pense qu'il y a quand même pas mal de monde, que ce soit sur Twitter ou même potentiellement vous, qui seront plus leveragés sur les alts, que je peux comprendre. Hein. C'est là où vraiment il y a une rentabilité très forte à avoir raison. Malheureusement, c'est quand on n'avait pas raison, c'est là où on peut avoir un drawdown extrêmement fort. Mais pour l'instant, je ne vois pas encore de top côté. Honnêtement, je ne vois pas de top encore du côté du BTC. Pour moi, il y a encore de la place. Tant que les marchés US se maintiennent, il y aura pour moi encore des inflows qui vont arriver, des news qui vont justifier que le prix monte. Mais effectivement, en tout cas, c'est plus là qu'on va faire les gros multiples sur le BTC. Ça, il n'y a aucun doute. Maintenant, la question, c'est jusqu'à où va la dominance. À l'époque, quand on l'analysait, j'ai toujours été un gros bull de la dominance depuis qu'on avait retapé les 40%. Maintenant, au niveau à 60%, donc c'est plus le moment d'être en mode ouais, la dominance c'est trop bien, le BTC c'est trop bien. C'est de comprendre où le top peut être. Et ça, forcément, c'est assez compliqué. Mais clairement, quand on a une dynamique de ravage comme ça, il ne faudra pas vous étonner qu'on fasse une candle extrêmement violente sur les alts. Ça va être extrêmement rapide. Les retails vont se jeter à ce moment-là. Et pour moi, c'est clairement ce signal-là qui décrétera déjà, qui fera potentiellement déjà mes plus gros gains sur la partie ETH, parce qu'on va pas se mentir, pour l'instant, c'est pas le meilleur actif en termes de performance. Mais c'est là où j'aurai sûrement une prise de profit assez rapide de ces actifs, de ces alts et potentiellement BTC, lorsque je verrai justement cette dominance se prendre des sacrées tatanes. Voilà un peu pour ça. Je ne sais pas si vous avez des questions ou autres. 2020, c'était la même chose. Au break des 20K, ça fait beaucoup parler. Ensuite, on a liquidé énormément. Et voilà, on va avoir des périodes où on va stabiliser. On va se taper à moins 5, moins 10 sur les cryptos. Ça va liquider tout ce qui est open interest, funding, etc. Et on va continuer à grind à la hausse. La question, forcément, c'est on grind jusqu'où. Moi, j'attends justement cette explosion de volatilité. Ouais, je n'ai plus beaucoup de batterie. Il faut que je trouve assez rapidement un chargeur. Alors, attendez. Avant que je vous perde parce que j'ai plus de batterie.
Tac. Est-ce que c'est bon? Ok, on est nickel. On est sauf. Alors, je regarde vite fait les questions. En 2020, c'était la même chose. Au break des 20K, ça a beaucoup parlé. Ensuite, ça liquide énormément. Clairement, on a cool off, on grind jusqu'à la saison. Grosse narrative sur les mêmes coins IA, la blockchain Solana. Non, mais voilà, ce sont les narratives. Je veux dire, c'est juste pour justifier le prix. Je sais que beaucoup de gens détestent Solana. La réalité, c'est que ça marche extrêmement bien. La tech, en tout cas, marche extrêmement bien pour ce que le marché veut. Donc, le marché à l'heure actuelle, il kiffe les mêmes coins. Solana permet de créer plein de mêmes coins. Donc, c'est tout, ça marche. Il ne faut pas chercher plus loin. Il faut arrêter dans le mindset, d'être dans le mindset. J'achète des actifs parce que technologiquement parlant, c'est révolutionnaire. Alors que vous voulez les vendre à la fin du bull run juste pour gagner un peu plus d'argent. La réalité, c'est que le marché ne va pas acheter forcément ce que vous pensez révolutionnaire. On peut le voir avec, je sais qu'il y a Avax, Atom, même ETH en tout cas ne performe pas, parce que c'est juste la dynamique pour l'instant du marché qui est de concentrer tous les flots financiers en BTC. Parce qu'en plus, un BTC à 90 000, tu ne bouges pas pareil qu'un BTC à 30 000. C'est 3 fois plus lourd, il faut 3 fois plus d'argent, ou forcément il faut 3 fois moins de vendeurs. Mais bon, ça c'est plus compliqué. Donc voilà. Donc comme je te disais, le bull run des alts dure 4 à 6 semaines. Ça va pour se retourner vite. Non, bien sûr, je veux dire, c'est clair que on accélère, le marché accélère. Il va falloir être assez vif pour prise de profit. Après, peut-être, je veux dire, c'est toujours pareil, peut-être qu'on rentre dans un nouveau paradigme où effectivement les US vont créer cette réserve stratégique qui pour moi serait justement extrêmement bullish, mais aussi extrêmement impressionnant parce qu'on passerait d'un actif qui était complètement détesté il y a encore 10 ans, enfin encore 8 ans, à un pays comme les États-Unis à créer la réserve stratégique. Et si les US créent la réserve stratégique, ça forcera les pays tels que le Japon, tels que l'Europe, bon, l'Europe je pense qu'on mettrait plus de temps si c'était le cas, à créer aussi cette réserve stratégique parce qu'en fait, ça renforcerait très fortement le dollar et si tu n'es pas capable de renforcer ta monnaie versus le dollar, tu vas te faire écraser. Donc tu seras obligé de faire les mêmes choix que les US font. Est-ce que ça peut se produire? Trump a absolument toutes les cartes en main, dans le sens où il contrôle le Sénat, c'est le Sénat et le Congrès, donc il peut faire passer presque toutes les lois qu'il veut. Est-ce que ça se passera? Peut-être, peut-être pas. Maintenant, il faut quand même rester, on va dire, la tête froide, prendre une bonne prise de profit, et si la réserve stratégie se crée, eh ben, on aura une grosse volatilité haussière, mais il y aura des pullbacks. Je veux dire, comme tout actif, ce sera violent, mais moi, le BTC fera encore des... Enfin, pour permettre justement de faire des rendements aussi forts, donc là, à savoir que depuis le bottom, on a fait du 500%, c'est typiquement parce qu'on est capable, après derrière, de faire des pullbacks de 60%. Donc la question, c'est est-ce que vous êtes capable, en tant qu'investisseur long terme, à déjà être investi en BTC, parce que si le BTC fait moins 70, vos alts font moins 95, et ça n'est pas possible pour un portefeuille. Mais si vous avez, ce qui est le cas pour moi, hein, j'ai une vision long terme du BTC, pour l'instant, je cherche à stacker le plus de BTC pour le long terme. Maintenant, il faut les vendre au top pour pouvoir les racheter au bottom pour justement être capacité de cumuler de plus en plus de BTC. C'est mon mindset, c'est ma stratégie. Pour moi, à long terme, le BTC continuera à monter. Parce que typiquement, c'est que ce que je dis souvent, c'est quand tu as un actif qui est coté versus le dollar, donc un actif déflationniste, donc on a une limite de production, donc le BTC il y en a 21 millions, versus un actif comme le dollar qui peut être imprimé autant qu'on veut, donc sa valeur tend vers zéro. Donc si vous avez fait si vous avez fait vos cours de maths, je ne sais pas si on apprend ça au collège, je pense, parce qu'il y a un professeur, quand le dénominateur tend vers zéro, le numérateur tend vers l'infini. Donc pour moi, le prix du BTC, comme le prix des actions, tend vers l'infini. Maintenant, l'infini peut se prendre des moins 60% dans la tronche. Donc la question, c'est est-ce que vous êtes capable de diriger des swings pareils? Je pense que commun des mortels, non. On a beau se dire, ouais, moi je peux, etc. Si vous avez du PP dans votre portefeuille et vous voulez pas le switch et vous tapez moins 60 sur le BTC, vous inquiétez pas que lui prendra moins 95%. Et là, vous n'aurez pas au dire investir sur le long terme, ça n'aura aucun sens. Déjà que la capacité de prendre des drawdowns de moins 60%, personnellement, en tout cas moins 60% d'un portefeuille total, je pourrais pas. Maintenant, chacun gère son risque comme il veut, hein. Si vous êtes vraiment dans la conviction long terme, etc., je peux comprendre que dans ces cas-là,
vous achetez les bottoms, vous vendez pas les tops, mais vous êtes en capacité de racheter à chaque fois les bottoms avec de nouveaux cash, ça peut être une stratégie. Maintenant, c'est pas du tout ce que je fais, ce qui est normal en soi. C'est chacun sa stratégie, et il faut respecter. Et si vous êtes dans la stratégie d'exit et vous faites couiller, vous êtes bloqué dedans et vous passez en mode holder, mentalement, ça va être extrêmement dur de vous regarder dans le miroir quand on sera à moins 60, moins 70%. Donc c'était un peu justement cette partie. Donc effectivement, il y a des gaps, 76, il y a des gaps de BTC qu'on appelle des gaps d'accélération, on peut bien sûr aller les combler. Maintenant, je veux dire, tout est possible. La réalité, c'est qu'on rentre dans le moment où la liquidité va être de moins en moins présente, donc on va avoir des swings de plus en plus forts de côté. Il y aurait des phases de distribution. Après, des phases de distribution, sur Weekly, les phases de distribution étaient quand même un gros top et ça dump. Hein. Je veux dire, ça n'a jamais été. Ça dépend dans quelle unité de temps tu regardes. Mais pour moi, on reste quand même forcément. On est vers la fin. On est vers la fin pour moi. En tout cas, sur mes plans. Je ne vais pas panique vendre la moindre baisse. Peut-être que je me tromperai en fait. À la fin, c'est ça. C'est que vous avez un plan, vous le respectez. Pour moi, c'est justement arriver dans cette zone-là avec une dominance fortement à la baisse, là où j'aurai en tout cas un TP massif sur mon compte. Est-ce que je vendrai l'entièreté de mes bitcoins? Déjà, je vais arbitrer des bitcoins potentiellement quand il y aura cette phase d'euphorie sur les alts. Et une fois que tout est fini, est-ce que je vendrai l'entièreté des bitcoins, sachant qu'on a potentiellement la réserve currency derrière? Peut-être pas. En tout cas, je conserverai quoi, allez, 20-30% en BTC. En BTC, hein, c'est pas 20-30% en alt random, que ce soit ETH, AVAX ou je ne sais quelle connerie. Ce sera en BTC parce que le BTC, tu sais que lui, aller à la max, il peut faire moins 60. Je vois, ce sera pas comme un alt qui lui est capable de faire moins 90, moins 95 quoi. Quel target sur ETH qu'elle est très faible? Non mais bien sûr, mais de toute façon tous les axes sont faibles. Je veux dire, c'est normal d'être faible quand on a une dominance qui fait ça. Et dans un monde où le BTC atteint 120, atteint les 120, allez, 110 000, je m'attends au moins à avoir un ETH BTC qui retourne au 0,85. Donc c'était son ancien top qu'on a fait. Donc 85%, enfin 0,85% de 110, c'est un BTC, c'est autour de 8000 quoi. Même là, quand je le dis 8000, en tout cas pour l'instant, ça me semble vachement haut. Maintenant, c'est les cryptos. Honnêtement, c'est extrêmement dur à dire. Et clairement sur un fucking triangle. Le fameux en crypto qui peut faire des conneries à péter dans la baisse pour remonter. Bah, c'est pas tes confiances, c'est juste. C'est que. Typique, si le BTC va à 100 000, si derrière. Je dis après, c'est beaucoup de si, hein, mais dans le plan où le BTC va à 100 000 et la dominance chute fortement, si la dominance chute fortement, c'est que l'ETH récupère énormément de terrain sur ETH BTC. Donc c'est un retour assez rapide autour des 0,809. Donc 0,809 200 000 équivaut à 8000, 9000. Mais effectivement, même moi, quand je regarde la charte de TH, ça me semble vachement loin. Maintenant, si tu veux commencer à TP à partir de qu'on break les ATH et à partir de 6000, tu peux étaler tes TP. Je veux dire, il n'y a aucun souci sur cette façon de faire. Quand je dis 9000, ça ne veut pas dire que je vais vendre 100% de mes ETH à 9000. C'est comment dire, c'est en fonction justement de votre plan. Maintenant, la dernière fois, ETH a fait 360%, même là, on va dire les 220%. Si on part du principe qu'il fait à peine la moitié, voire 70%, comme je vous dis, hein, si on a eu une explosion à la hausse à 220% dans le passé, on ne peut pas refaire la même chose à ce niveau de prix. C'est impossible. Parce qu'avant, à l'époque, on était autour des 2000. On est passé à 5000, ça a triplé la valorisation, donc il faut 3 fois plus de capital. Enfin, pas 3 fois plus, c'est pas aussi simple, mais il faut beaucoup plus de capital pour bouger les actifs. Donc il y aura forcément, c'est la théorie des demandes qui diminuent. Normalement, si un actif fait x10, derrière il fera sûrement x8, et après derrière il fera peut-être x6, x5, jusqu'à tendre vers un rendement S&P 500 typiquement, donc 10%. Le BTC à terme, dans 50 ans, il aura potentiellement un rendement peut-être légèrement supérieur que le S&P. Pour l'instant, il doit être 4 fois plus haut que le S&P. Là, c'est pareil. Là, on a eu un rendement de 200% par rapport aux anciens ATH pour 2021. Je m'attends à peine la moitié, voire déjà
60% me paraît déjà une belle target. Donc les 8000. Je comprends, j'ai l'impression que c'est différent à cause des ETF. Enfin, oui, oui, il y a clairement des différentes composantes dans ce bull run-là. Maintenant, est-ce que this time is different? C'est quelque chose qu'on se pose à chaque fois la question. Pour moi, je tends à dire que non. La même débilité sera là. Les mêmes conneries seront produites pendant les late season où tout le monde va avoir l'impression de gagner, mais à la fin, personne ne va avoir gagné parce que le BTC va se retourner et va tuer absolument tout le monde. Mais ils gagneront pendant 2 ou 3 semaines. Tout le monde va gagner pendant 2 ou 3 semaines. Mais la capacité, ce sera à vous d'être capable de, malgré le fait que vous avez gagné, de vous dire ok, l'euphorie, je suis euphorique, je vends 60-70% de mes alts, en tout cas 100, ou limite 100% de vos alts, et vous pouvez potentiellement garder un peu de BTC. Mais au moment où justement les alts vont exploser, il faudra être en capacité de se dire je step back et je prends des profits. C'est ce qui m'a sauvé en 2021. Ça m'a permis de sauver quasiment l'intégralité que j'avais en ATH de mon portefeuille. Ce genre de marché, le but c'est de survivre. On aura une capacité de faire du rendement toujours très fort dans le temps. Après que le BTC aura top, on aura sûrement 2 ou 3 ans de baisse jusqu'au prochain, comment dire, j'ai le terme, on split en deux là. Ah, j'ai oublié le terme. Quelqu'un peut m'aider. Le halving, voilà. Le prochain halving me permettra, jusqu'au prochain halving, les cycles seront les mêmes pour moi, parce que c'est la mentalité du marché, le marché le digère comme ça, mais derrière, il faut être capacité d'aussi digérer les moins 60% sur le portefeuille, et beaucoup plus sur les alts. Donc il y aura des phases d'euphorie. Là, clairement, on rentre rapidement dans la phase d'euphorie parce que le BTC accélère fortement la hausse. Je pense qu'on verra des dingueries encore beaucoup plus une fois que la dominance va chuter fortement. Est-ce qu'elle va le faire? C'est la question. Pour moi, je tends à croire que oui. Parce que le passé, le présent, le futur est toujours fait de la même connerie qu'on a fait dans le passé. Et je vois pas une dominance non plus aller à 80%. Peut-être. Je veux dire peut-être. C'est si effectivement on rentre dans la narrative réserve stratégique, la dominance va continuer d'exploser à la hausse. Mais dans ces cas-là, je serais bien content de ne pas avoir TP parce que j'aurais attendu justement cette phase d'euphorie avec les alts. Donc je serais toujours là avec mes BTC à attendre la phase d'euphorie. Et si on arrive vraiment à 75, c'est que le BTC est à 200 000 avec la réserve stratégique. Donc voilà, il faut faire gaffe aussi à votre cupidité. C'est votre premier cycle, c'est normal d'être en vrac niveau émotion, c'est normal à la fin que vous n'êtes pas réussi à récupérer 100% de vos profits. Dire j'ai merdé mon premier cycle, 2016-2017, j'ai fait pas mal d'argent, j'avais TP un peu, mais la quasi-majorité d'argent n'a pas été fait. J'ai fait 90% de mon argent sur Pool Run de 2021. Et le but maintenant, c'est de continuer à faire une bonne performance. Peut-être que je ferai pas autant, je ferai presque, même assurément pas autant de performance qu'en 2021. C'est de survivre et de gagner le plus possible pendant ce run-là. Et pareil, de survivre, de sortir et d'attendre le prochain. Je veux dire, il faut attendre les cycles de marché. Ce qui est bien avec les cryptos, c'est qu'on a des cycles de marché beaucoup plus courts que le marché traditionnel où faut attendre des récessions qui prennent énormément de temps. Déjà, les récessions, ça peut arriver tous les 20 ans. Là, ça fait très longtemps. Ça fait, si on compte pas Covid, hein, mais ça fait 16 ans qu'on n'a pas eu de récession. Donc forcément, si ça fait 16 ans que tu attends d'être sur le marché d'un nouveau cycle économique, tu es un peu sur le carreau, quoi. Là où le BTC permet justement de créer un moment très fort, mais aussi de les détruire très rapidement. Donc c'est ça qu'il faut faire gaffe. Il faut prendre son temps. Faut pas paniquer, faut pas FOMO. Dire, quand je vois la plupart d'ici, la plupart je vous connais, donc vous êtes là aussi, vous avez fait aussi le cycle d'avant. Vous connaissez les émotions, vous êtes quoi vous passez. Quand vous regardez votre compte le matin, vous êtes déjà là en train de vous imaginer la voiture, alors que la réalité, c'est que tant que c'est pas vendu, c'est pas gagné. Hein. Voilà. Je vais pas passer toutes les cryptos en revue, mais c'est un peu en tout cas le mindset que j'ai à l'heure actuelle. Donc, comme d'habitude, hein, je suis en train de stream, donc forcément le marché dump. Euh, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? On va peut-être passer à ETH aussi, même si malgré. En fait, à la fin, ETH, ça revient à attendre que la dominance baisse. Hein. Mais là, pour l'instant, vous voyez, hein, sur les totaux. Pour moi, j'aime pas forcément, mais sur les totaux, c'est extrêmement similaire. C'est que
ça marche extrêmement bien en triangle et figure chartiste à la con, des altes, et notamment euh, on va dire, qui est con hein, en soi, mais les figures chartistes marchent extrêmement bien sur les altes. Alors ça dépend comment vous les tracez. Le des charts, c'était non, mais des fois c'est Star Wars. Le but c'est pas de faire Star Wars, comprendre la consolidation, comment la tronche qu'elle a, et d'attendre les volumes et de sauter dedans. Euh, mais à l'heure actuelle, forcément, à l'heure actuelle, on va dire, le mouvement haussier a été lancé du coup avec les altes qui ont bottom autour des 180 000. Déjà, il est hors de question d'aller retoucher ce niveau-là. Si j'arrive à retrouver le pinceau, voilà. Il est déjà hors de question d'aller retrouver ce niveau-là. Je veux dire, on est censé avoir accéléré, on est censé justement avoir cette dernière vague. Là, à l'heure actuelle, on revient ici et on refoule pour retourner justement à un range, première borne. Hein. On a fait potentiellement une troisième borne un peu plus basse. Et on aura justement un marché qui va faire ça sur le long terme. Moi, c'est absolument pas ce qui est en train de se jouer, parce que le BTC a décidé de la direction que le marché prend. Maintenant, comme je vous dis, c'est une question de patience. C'est une question de patience, ne absolument pas se leverager, surtout pas sur les alts, parce qu'il y aura des flushs. J'avais vu, je crois que Blast m'avait montré, enfin pas Blast, si je crois que c'était toi. Il y a des sacrés mèches sur des exchanges à la con, notamment Kraken. Je crois que j'avais vu passer, je sais plus, ouais, je crois que c'est ça, c'est sûr. Il y avait eu. Ah non, c'était pas Kraken. Je sais plus, tu avais montré, mais c'est assez classique. Je veux dire, on rentre. Ah ouais, mais je sais plus, c'est dans quel, en USD ou USDT. Mais bref, on rentre dans les périodes où on va avoir des sacrés mèches. On est là pour chasser le plus de monde possible qui se leverage comme des idiots. Donc le tout, c'est de ne pas appuyer sur trop de boutons et de vous laisser glisser. Maintenant, si la quantité d'argent que vous avez sur votre compte, parce que vous avez très bien géré, vous avez acheté au pic au bottom, et que vous satisfait, n'allez pas jouer la gridance, justement, vous la continuez à que tant qu'il aura dit qu'on ira plus haut. C'est mon plan. Maintenant, si sur mon compte, là à l'heure actuelle, je sais pas, il y a une connerie, hein, mais je vois que j'ai 5 millions sur mon compte, vous vous rendez bien compte que je ne vais pas rester là avec 5 millions à me dire ça va continuer de monter, viser les 10 millions. On a de l'argent qui change totalement notre vie. Il faut arrêter de vouloir chasser encore plus. Vous pouvez vendre la moitié et continuer avec la moitié avec l'autre. Faut être satisfait avec ce qu'on a. Je veux dire, tout peut se passer. La réalité, c'est que tout peut se passer. Donc, voilà un peu pour le disclaimer. ENS qui marche vraiment pas du tout hein, pour l'instant. On est toujours dans ce range, notamment au-dessus du POC de volume qu'on avait mis avec le gros range. Maintenant, forcément, c'est un actif de TH. Donc, si ETH ne performe pas, ENS ne va pas performer. Mais à l'heure actuelle, ETH, il n'y a pas grand chose à dire. On était dans un range avant qu'on avait perdu à l'époque. Le breakdown ici, on l'a récupéré très fortement. Hein. Forcément, c'est une zone où on a très peu de volume, hein, vous le voyez. Maintenant, est-ce qu'on va la retester? Je pense pas, parce que ça fera un sacré pullback. Il faut que le marché relance. À voir, ce pullback. Pour moi, on ne devrait pas aller trop bas pour le BTC. Pour autant, je ne renforce rien. Je me laisse juste guider. À l'heure actuelle, je me laisse guider. Et on verra ce qui se passe, quoi. Je veux dire, faut pas appuyer sur tous les boutons parce que faut augmenter votre risque, parce que vous n'êtes pas assez exposé. Vous regardez les réseaux sociaux et tout, il y aura toujours des gens qui gagneront plus que vous. Là, vous ne savez pas s'ils gagnent réellement. Ils ont perdu pour arriver à ce terme de rendement aussi. Mais il ne faut pas vous faire matrixer, on va dire, par crypto Twitter quoi. Ou autre conneries qui montrent des rendements extrêmement forts et que vous êtes là en mode putain, moi je fais que x2 sur ce bull run, ça fait chier. C'est absolument pas ce genre de mindset qu'il faut avoir. C'était sur BD. Je sais pas si vous avez des questions. Je sais que Solana aussi est plutôt pas dégueu, dans le sens où il avait galéré justement à ce niveau-là. Donc il est en train de traiter le niveau monthly. En daily, c'était déjà un peu plus propre. Enfin, en weekly, là où justement on était sous résistance, il a clôturé au-dessus. Maintenant, c'est un peu limite. Mais clairement, Solana est le plus gros alt qui performe vraiment de façon pas dégueu. Ah, c'est quelque chose que je voulais montrer aussi.
C'est quelque chose où c'est Kansley qui m'avait surtout montré à l'époque que la réalité, c'est que c'est deux choses. Je pense qu'on est toujours, on aime beaucoup le Bitcoin, etc. La réalité, c'est qu'on veut juste gagner le plus d'argent possible, le plus de dollars. Donc, quand vous voulez investir, typiquement, je pousse aussi pas mal parce que pour moi, c'est la meilleure façon de faire, c'est investir sur les marchés actions, donc le S&P, les ETF, etc. C'est aussi de savoir à quel moment j'augmente ma pondération S&P par rapport à ma pondération Bitcoin. Et ce qui est potentiellement intéressant à regarder, c'est justement le spread, c'est SPX. Hop. Hop. Donc voilà, pour vous donner une image. Donc pour reformuler, pour comprendre qu'est-ce que c'est ce spread, typiquement, c'est pour montrer l'intérêt de quand est-ce qu'il faut mieux s'allouer au S&P. En fait, la meilleure façon de voir, comment je pourrais dire, d'allouer plus de risques du côté de BTC ou du côté SPX. Souvent, quand vous regardez les charts, c'est versus le dollar. Donc vous savez que quand c'est tout en bas, c'est là où c'est le moins cher et que souvent c'est potentiellement là qu'il faut acheter. Et justement, c'est la même chose entre le BTC et le S&P. Ça permet de savoir potentiellement quel actif devient le plus intéressant en termes de rendement possible. À l'époque, justement, on était allé extrêmement bas, on avait accéléré très fortement. De toute façon, vous verrez la charte, ça ressemble un peu en USD. Là, c'est version VS le SPX. Et vous regardez typiquement 2020, on a breakout, on a monté extrêmement fort et on a pullback de façon très violente. On a une sous-performance du BTC de 70%. Donc si vous avez placé votre argent sur le S&P en avril 2021, de le garder en crypto, vous avez évité 70% de drawdown qui vous a permis derrière d'acheter 70% de BTC+. Vraiment, c'est plus compliqué d'acheter et de vendre les bottom. Maintenant, à l'heure actuelle, comme je vous dis, c'est diminishing return. Ce qui veut dire c'est là où avant, à l'époque, pareil, quand on a break la TH, on a fait x10, x11 plutôt, 1000% de rendement de plus que le S&P sur le BTC. Et typiquement, on a fait à peine 130, ça dépend, on va dire, allez, on ne prend pas les mèches, on a fait 180% de performance de plus entre le cycle de 2018 et le cycle de 2021. Maintenant, est-ce que derrière, vous allez vous imaginer 200% de performance de plus BTC par rapport au S&P? Non, parce que le rendement, comme je vous dis, il doit tendre vers le rendement de l'actif du S&P. Donc typiquement, vous êtes censé avoir une charte qui ressemble à un truc comme ça et qui va tendre, pas tendre non plus linéairement, un truc qui va potentiellement plus en plus diminuer en termes de rendement. Ce qui fait que, à l'actuel, on commence à jouer avec les ATH du S&P. Donc je ne m'attends pas à voir encore plus 100% au-dessus, honnêtement, du S&P. Je m'attends plus de l'ordre de 30, 40% d'un BTC du coup qui performe 30% plus fort que le S&P. Donc pareil, si à l'heure actuelle le S&P ne bouge pas, si on a une surperformance de BTC 30%, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle le BTC fait plus 30, le S&P fait plus 0, ce qui nous revient à peu près à un BTC à 105, 110 000. C'est un peu ça justement, mon échelle, on va dire c'est un peu mon échelle, pas une échelle de possibilité, c'est un peu la limite possible que je vois en termes de rendement plus le S&P. Parce que, comme je vous dis, c'est impossible. Ou alors, c'est justement il y a un catalyseur de fou, mais qu'on s'amuse à faire 200% de rendement de plus une fois qu'on a avec les ATH. Je veux dire, pour moi, c'est inconsidéré. C'est absolument pas du tout le même rendement. Je vous dis, on est censé faire des rendements de plus en plus faibles. Si on se met à faire un rendement aussi fort que l'avait fait en 2021, ce serait extrêmement. Je peux pas dire que ça se produira jamais. Je veux dire, tout peut se produire, mais c'est absolument pas votre plan de base que ça devrait être. Donc moi, mon plan de base, c'est une surperformance du BTC encore, un breakout. Donc pour l'instant, on est en train de le faire, en train de le retravailler, et viser justement autour de. BTC peut acheter 22 fois le S&P. Bon, le S&P vaut 6000 points. Je sais pas si vraiment il le compte comme ça. On va réfléchir, mais 22 fois 6000. Ouais, si. Ça permet justement d'avoir un peu une échelle de référence en termes de rendement possible.
Donc déjà 30, je pense pour moi un bon prix à viser justement pour commencer à TP, ou justement avoir le moment où le BTC va top et la dominance va chuter très fortement. Voilà un peu. Je sais pas si j'ai été très précis sur ce point-là. Vous voyez ce que je veux dire. Euh, Pas de réponse, je vous ai endormi. Mais est-ce que ça vous paraît, on va dire, logique en termes justement de référentiel, en termes de logique, hein, tout simplement. Il faut pas. Je veux dire, je suis convaincu que le BTC 1 million, on l'aura, mais on l'aura dans des. Faut pas espérer l'avoir dans ce cycle-là, faut pas l'espérer l'avoir le prochain cycle. C'est quelque chose qui mettra 30, 40, 50 ans à se faire. Le S&P arrivera à 100 000 à un moment. C'est juste le côté, la dévaluation des monnaies qui fait que les actifs qui font du rendement versus cette monnaie-là seront à l'infini. Il ne faut pas espérer que le BTC fasse 1 million. Bon, après, je préfère vous dire que le BTC ne fait pas 5 millions et que le BTC me donne tort et qu'on arrive à 1 million. Quelqu'un qui a son plan réel, c'est d'attendre que le BTC arrive à 1 million les 2 prochaines années. Enfin, en tout cas, ou ce run-là, c'est complètement. Et les targets 500 000, pour moi, ça n'a aucun sens. Ouais, je vous le dis, ça n'a strictement aucun sens. Voilà, voilà. Pas avant 3-4 cycles. Après, c'est compliqué. Après, on peut à peu près. Ça peut se calculer. La réalité, c'est que le rendement du S&P ou le rendement, la dévaluation de la monnaie, le rendement TC peut se calculer. Je crois qu'on est autour de 35% de rendement annualisé. Plus on va grossir, plus on va tendre vers les 12% du S&P. Donc, techniquement, si on sait qu'on va de 30 et on tend vers 12 annualisé, tu peux calculer que le BTC arrive à 1 million dans X temps. En fait, c'est là où vous le voyez, c'est les charts Rainbow, un peu ça le délire. Et la réalité que derrière, effectivement, déjà, quand le BTC arrivera à 1 million, ça n'achètera pas la même chose que le BTC qui achète 1 million à l'heure actuelle. Hein. Donc, il y aura toutes choses égales par ailleurs. Le million ne sera pas le même. Mais bon, on va pas se plaindre quand même. Effectivement, s'il arrive trop rapidement au million, c'est potentiellement dire que le dollar est arrivé a complètement été écrasé. Ça, je pense que personne n'a envie Personne n'a envie. Ah, je vais passer avec les cercles Fibo. Ouais, non, mais mec, les cercles Fibo, je veux dire, ça me rappelle les charts à l'époque où tu avais des cercles Fibonacci avec tous les retracements en cercle, avec toutes les couleurs, et c'était Star Wars. Là, on va dire, c'est assez clair. Et effectivement, Fibo, retracement, projection, je veux bien. Tu commences à faire des cercles et des triangles et un peu compliqué, quoi. Moi, je pense qu'on sera toujours dans l'euro, mais peut-être que l'euro, ce sera l'euro version 2 digitalisé, quoi. C'est un nouvel euro et c'est pas la même valeur que l'euro à l'heure actuelle. Mais tout à fait. Right, on a 1h10 de live. Je sais pas si vous avez d'autres questions. En soi, j'ai à peu près dit ce que je voulais dire. Faire un petit tour. Avax, j'aime pas mal. La structure weekly est vraiment pas de dégueu. Peut-être un petit tour. Euh, on fait des lows de plus en plus hauts. Donc on avait fait un bottom à 18, là on a fait un bottom à 22. Une belle bougie weekly. Bon, forcément, celle-ci, elle est un peu deck, parce que supply, où il y a vraiment de demande, donc c'est rejeté pour l'instant. Quelque chose qu'il faudra attendre que la dominance chute pour vraiment avancer. L'actif est pas le plus dégueu versus le BTC. Il a clairement pas super bien performé. Au moins, il a tenu le bottom. Ouais, donc c'est des trucs que j'avais tracés à l'époque, parce que je suis sur un ancien ordi, donc si vous voulez, c'est des trucs que j'avais tracés à l'époque. Donc on a revisité un peu presque les ATL en termes de BTC, d'AVAX BTC. Donc tant qu'on les maintient, ça me va. Si on commence à glisser en dessous, que je vendrai la moitié de mes AVAX et j'attendrai qu'on récupère ce niveau-là. C'est un peu ça que je me dis. Pour l'instant, jusqu'à là, on a tenu. On a une dominance quand même extrêmement haute. Il n'y a forcément pas toutes les choses de tous les actifs. Je ne sais pas, ça peut faire potentiellement mal aux gens. Effectivement, ça n'a rien à voir avec Atom BTC qui, lui, s'amuse à faire glissade d'une piste rouge, noire. Avax ETH, effectivement, c'est quelque chose que j'avais pas mal arbitré à l'époque, si vous vous rappelez.
Attends, parce que c'est vrai que moi, les néophytes vont me dire, ah, il faut que tu regardes Avax, Market Cap, sinon machin. Bon, ils disent ça souvent, c'est clairement pas. On va arrêter là. Mais effectivement, Avax, ETH, pour l'instant, on était retourné sur les ATH à l'époque, qui avaient très bien performé. Maintenant, effectivement, si j'achète Avax, c'est pour TP sur ces niveaux-là. Tout est bien. Ah, attends, pourquoi ça fait. Ah, c'est ça. Ah, ouais, comme ça. C'est bien que c'est pour TP ici, donc c'est une surperformance de Avax par rapport à ATH. x2. Donc si ETH est mené, donc pareil, hein, c'est une règle de 3, hein, mais si ETH arrive allez, je réfléchis. Arrive, allez, on va dire à 6000, donc il fait x2. Je m'attends que le AVAX fasse 100%, performe le TH de 100% de plus. Voilà. Donc ce qui revient à faire x4, si je ne m'abuse. Plus on parle. Non, non, on a rebondi là, on était à -3 là. Dis pas les choses comme ça. Mais oui, c'est sûr que c'est pour ça que j'ai évité de faire trop de live sur le BTC. Voilà, donc je vous ai un peu expliqué tous mes plans. C'est vrai que j'ai pas parlé de la Chine, mais je pense que je parlerai la semaine prochaine. Il y a un peu de sell-off, ouais, il y a un peu de sell-off, on commence à retourner sur des niveaux qui moi vont m'intéresser, notamment sur UJD, m'intéresser. On parlerai, je pense, soit plus sur Twitter ou la semaine prochaine. Je pense pas qu'il y a un faux mot dedans. Ça va me réintéresser pas mal. Les US qui se pètent la gueule pour le coup, effectivement. On clôture la weekly. Mais pour l'instant, il n'y a absolument pas à paniquer. Alright. Est-ce que vous avez dit à peu près tout ce que je souhaitais dire? Peut-être des questions vite fait. Sinon, sur ça, on va couper assez rapidement le live, le record, quitte à vous poser d'autres questions après. Donc, ce que je vais faire, je vais couper, je pense, je vais couper le record YouTube. Donc, toujours pareil, YouTube. N'hésitez pas à venir directement en live pour poser vos questions pour ceux qui m'écoutent. Je ne sais pas si forcément c'est des gens qui me connaissent du Discord ou qui me regardent directement via YouTube. Si je ne pense pas. N'hésitez pas, vous avez tous les liens en description. Pour ça, c'est good.